Bonjour et bienvenue en 2018 sur le plateau de questions de patrimoine. Tous nos vœux de santé, de bonheur et aussi pourquoi pas de prospérité. Nous allons passer cette année ensemble, toutes les semaines, en vous donnant rendez-vous pour parler marché, pour parler fiscalité, réglementation ou encore immobilier avec, comme à l'accoutumée, à côté de moi, Georges Delataille. Bonjour et bonne année. Bonjour Jean-François, bonne année à vous aussi. Comme d'habitude, nous aurons des chats qui seront interactifs et c'est le cas encore aujourd'hui. Exactement, on reprend pour 2018 comme chaque fois, tous les mardis 18h. Vous pouvez poser toutes vos questions avant le chat et pendant le chat sur la zone sous la vidéo. On a déjà eu une bonne quinzaine de questions, donc continuez à en poser beaucoup. Nos invités aujourd'hui pour cette première de 2018, ils sont habitués puisqu'ils font traditionnellement toujours l'ouverture en début d'année. Ce sont les équipes de CPR Asset Management. Laetitia Baldeschi, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-responsable de la stratégie chez CPR Asset Management. Et Malik Hadouk, bonjour. Bonjour. Et vous êtes le directeur de la gestion diversifiée chez CPR Asset Management. Allez, je vous donne tout de suite le menu de notre émission qui durera 30 minutes. On va finalement regarder trois parties. On va se poser déjà la question. On entend beaucoup de choses très positives sur l'année 2018. On va donc essayer de voir si 2018, nous aurons une économie réellement enthousiasmante. On s'interrogera ensuite sur les risques potentiels qu'il faut surveiller sur cet exercice 2018. Et puis tout ça, évidemment, ce n'est pas que de la théorie, c'est pour mettre les choses en pratique. Et on regardera pour conclure les résultats et la stratégie actuellement suivie sur la gamme CPR Croissance. On attaque tout de suite avec notre premier sujet, la croissance économique. Jingle. On s'intéresse donc pour débuter à la croissance économique 2018 avec vous, Laetitia Baldeschi. J'ai envie de vous poser la question, quand on regarde les chiffres économiques pour l'année qui vient de débuter, on doit faire la moue, on doit avoir une grande banane? Plutôt la banane. Je dirais oui, on observe vraiment de bons résultats actuellement, des enquêtes de conjoncture qui sont donc des indicateurs avancés qui nous confortent dans l'idée que la croissance va perdurer, en tout cas en 2018. Et on a ce que l'on peut observer, c'est une convergence des taux de croissance dans les grands pays développés et également on peut constater une convergence dans les pays émergents avec une croissance qui se redresse dans certains pays et qui se confirme dans d'autres. Alors j'aimerais qu'on précise les mots. Vous dites que la croissance va perdurer. Ça veut dire qu'il va y avoir de la croissance, on ne va pas rentrer en récession. Est-ce qu'elle va s'accélérer, cette croissance? Alors, s'accélérer, c'est peut-être beaucoup dire. Je pense qu'on va rester sur des taux de croissance peut-être un peu supérieurs aux États-Unis en moyenne sur l'année 2018. On sera supérieur à 2017. Merci la réforme fiscale qui devrait apporter ce petit souffle supplémentaire, je dirais. Pour la zone euro, on a eu quand même une année 2017 exceptionnelle. On devrait finir autour de 2,3% de croissance. On serait plutôt autour de 2,1% sur l'année 2018. Donc vous voyez pas d'accélération, mais le maintien d'un taux de croissance nettement supérieur au potentiel. D'accord. La bonne nouvelle, c'est quand même que globalement, toutes les zones sont relativement synchrones, ce qui est quelque chose qui est relativement atypique. Voilà, assez rare. En tout cas, depuis la grande crise, on n'avait pas observé ce type de phénomène. Donc on va normalement en bénéficier. Et on le voit dans toutes les données de commerce international qui se renforcent. Tous les pays bénéficient finalement de la croissance de leurs voisins. Malik Hadouk, qu'est-ce qui est le plus positif pour les marchés? C'est le fait qu'il y ait de la croissance ou le fait, ce qu'on a vu, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, qu'en fait, on passe notre temps à réviser les bénéfices, non pas à la baisse, mais à la hausse? Oui, ça c'est l'élément déterminant et nouveau. C'est à la fois une synchronisation au niveau de la croissance économique mondiale, mais elle est accompagnée par une synchronisation aussi des rebonds des bénéfices dans l'ensemble des zones géographiques, que ce soit l'Europe, les États-Unis avec encore la réforme fiscale, où les analyses commencent à réviser fortement à la hausse déjà, dès le début de l'année, les révisions de bénéfices, et aussi les marchés émergents qui ont connu une année faste. Donc cet élément-là est important. C'est pour ça que lorsqu'on se pose la question de savoir, 2017, ça a été un très bon millésime, est-ce que 2018 va être de la même qualité que 2017? On a une première réponse, c'est que oui, les bénéfices, en tout cas, continuent d'être bien orientés et donc soutiennent le rebond boursier auquel on assiste depuis maintenant un an. Si on regarde les éléments favorables zone par zone, Laetitia, les États-Unis, la réforme fiscale, ça a clairement changé la donne?
Ça apporte un souffle supplémentaire. On a bien vu que les indicateurs étaient très bons en fin de période, au quatrième trimestre. Donc on est sur une dynamique intéressante aux États-Unis. On n'a pas de surinvestissement, loin de là, puisque l'investissement a démarré assez tardivement dans le cycle. On n'a pas de surstockage, donc on n'a pas de signaux annonciateurs d'un ralentissement qui viendrait du secteur industriel. Le logement a eu des petites faiblesses en cours d'année, mais globalement, on se tient plutôt bien. Donc, et la consommation bénéficie du marché de l'emploi qui est très favorable. Donc, je dirais que les indicateurs fondamentaux de cette économie américaine sont plutôt bien orientés. On n'a pas encore d'accélération de l'inflation, mais tout fonctionne à peu près correctement. Et on vient sur finalement un terreau plutôt sain rajouter une impulsion fiscale supplémentaire, donc qui devrait prolonger un petit peu ce cycle positif. Malik, l'Europe, ça va. Là, on est en vraie phase d'accélération. Laetitia vient de le confirmer. Au niveau des bénéfices, on a eu une belle accélération en 2017. Maintenant, il va falloir regarder de près l'évolution du taux de change, parce que une appréciation trop marquée de l'euro viendrait quand même venir peser sur les bénéfices des entreprises, notamment exportatrices. Laetitia, si on regarde, on quitte, c'est les deux côtés de l'Atlantique, on a parlé de l'Europe et des États-Unis, on part de l'autre côté, du côté du Pacifique, la situation économique du Japon. Ben, pareillement, on est dans une bonne phase, je dirais, au Japon, où on a une croissance qui a nettement accéléré. Alors, il n'y a pas forcément de soutien particulier, de mesures particulières. C'est le fruit de ces 3 années des Abenomics qui rentrent en action petit à petit, qui renforcent cette économie japonaise. On a une bonne dynamique dans la zone asiatique, dont bénéficie évidemment le Japon. Et on voit des résultats très nettement supérieurs aux attentes, puisqu'on va finir l'année autour de 1,7, 1,8 de croissance au Japon. Quand on sait que le potentiel est au maximum de 0,8, c'est vraiment un très très bon résultat. Dernier point, les émergents. Il y avait des différences sensibles entre les différentes zones et les différents pays. Le concept de briques avait largement explosé. Tout à fait. Aujourd'hui, on en est où ? Alors, je ne vais pas vous dire que ça va bien parfaitement partout. Il y a une zone qui va mieux que le reste du monde, c'est l'Asie, clairement. Maintenant, même en Amérique latine, on a vu de bonnes performances boursières, certes, mais des économies qui, petit à petit, sortent d'une période un peu difficile. Donc les petits pays d'Amérique latine s'en sortent pas si mal. Le Brésil a rebondi, on va dire, mais après une récession assez forte, et tous les problèmes brésiliens sont loin d'être résolus, donc je ne pense pas qu'on aura une très très forte croissance sur l'année 2018 au Brésil, mais on sera en croissance positive. Et de même, la Russie est sortie de la récession, donc redémarre, voilà, on est dans une phase de récupération. Ok. On vient donc de faire très rapidement le tour du monde d'un point de vue macroéconomique. Georges, les premières questions, nos internautes. Sur ce premier sujet, on a déjà répondu à toutes les questions d'internautes. Après, il y a beaucoup de questions sur le thème suivant, donc je me garde mon temps de parole pour après. Non, à la rigueur, je vais en prendre une. Là, on parle de 2018. Si on se projette un tout petit peu plus loin, 2019, on va rester sur une tendance où je vais poser la question autrement. Est-ce qu'on est en haut de cycle et on s'apprête à descendre, ou est-ce qu'on est encore sur un cycle qui a vocation à progresser ? Alors, je pense qu'il y aura là peut-être une divergence entre les économies, parce qu'aux États-Unis, on va rentrer ce sera en 2019 la 10e année du positif, de croissance positive. Donc voilà, est-ce qu'il n'y aura pas un accident de parcours ? Vous savez que déjà, arriver à prévoir en début d'année pour l'année en cours, 2018, ce qui s'y passe, c'est assez compliqué. Alors prévoir à 2 ans, on rentre dans une zone un peu plus difficile, on va dire, compliquée. Toujours est-il qu'il me semble qu'en zone euro, on a encore de la marge, puisqu'on est vraiment dans une phase d'accélération, alors qu'aux États-Unis, on est déjà confirmé. On consolide, mais la dynamique risque de s'effriter un petit peu. Ok, pour résumer, l'économie réelle est globalement enthousiasmante en 2018. Oui. Parfait, on passe donc tout de suite à la suite. Jingle. L'environnement économique est porteur, mais comme toujours, une balance à deux côtés. Il faut donc toujours regarder les risques. Je vous propose maintenant justement de nous pencher sur un certain nombre de risques qu'il y a sur 2018. Malik Hadouk, première question, quels sont pour vous, sans rentrer dans le détail, mais les 2-3 grandes familles de risques que vous étudiez dans vos scénarios ?
Il y en a un, scénario macro, Laetitia a évoqué que l'environnement était porteur, mais il y a un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que le fardeau de la dette, lui, continue d'être très élevé. Et que la dette n'a pas du tout baissé au cours de ces dernières années de croissance. Et lorsqu'on estime que les politiques monétaires vont devenir un peu moins accommodantes et qu'on devrait assister enfin à une hausse des taux, ça fait 3 ans qu'on l'attend, on dit que ce sera bon pour cette année, ça peut venir enrayer quand même... Donc vous nous dites qu'il y a un sujet taux. Il y a un sujet de dette, oui, donc un sujet de taux qui pourrait venir enrayer le rebond de la croissance économique. Ensuite, on ne sait pas du tout comment va se comporter l'économie américaine, puisque comme l'a dit Laetitia, elle est en haut de cycle, et il sera vraiment très difficile de pouvoir accélérer. Et est-ce que les effets de la politique fiscale vont produire ce à quoi la plupart des économistes s'attendent, c'est-à-dire une accélération de la croissance, une accélération de l'investissement, donc des bénéfices à venir. Et enfin, il y a les risques politiques qu'il ne faut pas du tout balayer d'un revers de la main, puisqu'il y a le risque politique américain avec l'imprévisibilité de Trump. La loi fiscale est passée, maintenant il va peut-être s'attaquer à la politique commerciale. Alors justement, on va rentrer dans le détail. On va regarder une image. Donald Trump, est-ce que ce n'est pas un risque majeur tellement il est imprévisible? Oui, tout à fait. L'imprévisibilité de Donald Trump est un risque sur toute l'année 2018. Comme je le disais, la loi fiscale est passée, maintenant il risque de s'attaquer à la politique commerciale et donc ces tentations protectionnistes qu'il a vraiment envie de mettre en place pour défendre ce qu'il appelle la Grande Amérique. Donc ça, c'est des sujets récurrents qui vont durer toute l'année 2018. Ensuite, il y a les risques géopolitiques, mais ça on aura du mal toujours à les prévoir. Ensuite, en fait, la question qu'il faut se poser en 2018, qu'est-ce qui pourrait venir enrayer cette belle dynamique, à la fois sur le plan macroéconomique, sur le plan microéconomique? Jérôme Powell, le nouveau patron de la Réserve fédérale. Non, mais allez, on joue. Non, allez, je ne pense pas que c'est... Oui, je ne pense pas parce que je lance des idées. C'est la continuité, il n'y a pas de risque majeur, sauf à dire... Je dirais que ce n'est pas forcément M. Powell, mais c'est l'ensemble des nouveaux membres qui vont rentrer dans le directoire. Vous savez qu'il y a 4 postes à pourvoir. On ne connaît pas ses membres. S'ils sont un peu plus faucons, M. Powell, même s'il est dans la continuité de Mme Yellen, il n'a qu'une voix. Donc il peut avoir un conseil qui est contre lui et donc durcir un peu plus que ce que les marchands attendent en termes de hausse de taux, aller un peu plus vite ou un peu plus fort. On pourrait avoir comme ça une surprise tant qu'on ne connaît pas la constitution de ce directoire. Dans les sujets, puisqu'on parle de constitution et de direction, on a l'information sur ce qui se passe aux États-Unis. Jérôme Powell prend le pouvoir, au Conseil près, Janet Yellen s'en va. L'année prochaine va se poser la question de la succession de Mario Draghi. Bon, j'imagine qu'elle ne va pas se poser avant son départ, qu'elle va se poser bien avant. Aujourd'hui, il faut regarder plus. Qui? La BCE ou la Réserve fédérale américaine? Laetitia. Je dirais que la BCE, on a quand même une lisibilité. Déjà, jusqu'au mois de septembre, on sait ce qu'elle fait. Elle achète 30 milliards de titres par mois. Elle l'a annoncé et a priori, sauf accident, elle ne va pas modifier son ordre des choses. Cette baisse des achats de la BCE, ça a vocation à peser sur le marché ou pas? On n'a pas le sentiment. Aujourd'hui, on voit bien, finalement, les marchés réagissent peu. Les mois où il y a un peu moins d'achats, elle s'adapte, c'est très pragmatique en plus comme fonctionnement. Donc, c'est dans les cours. C'est dans les cours. Intégré par les investisseurs. Non, mais vraiment, la question de 2018 qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a un risque systémique aujourd'hui qui peut arriver en 2018? Aujourd'hui, compte tenu des conditions actuelles, je vous dirais non. Mais ce risque-là, s'il devait arriver en 2018, on ne le connaît pas aujourd'hui. Quel événement va entraîner cette rupture par rapport à 2017? Aujourd'hui, les conditions elles sont favorables, qu'elles soient macro, microéconomiques, financières. Le vrai risque, c'est un changement brutal des politiques monétaires qui deviennent beaucoup plus restrictives, parce que tout d'un coup, on a une remontée des anticipations inflationnistes qui sont importantes. Et donc, les taux vont remonter et les banques centrales sont obligées de s'ajuster. Et ça peut peser à terme sur la valorisation des marchés actions qui sont déjà très élevés. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez un risque inflationniste, notamment par rapport aux chiffres qui peuvent exister aux États-Unis sur les salaires qui
progressote. À l'heure actuelle, non. Non, aujourd'hui non, et à 3 mois, non. A priori, là, dans les prochains mois, les chiffres vont rester à peu près là où ils sont. Après, si on peut avoir une accélération de l'inflation qui viendrait effectivement par les salaires, donc de la vraie inflation. Pour le moment, on ne l'a pas. On a encore eu un chiffre la semaine dernière, à 2,5% de glissement annuel sur les hausses de salaire aux États-Unis, alors qu'on a une croissance qui est à plus de 2 et une inflation autour d'un 1,5, on est quand même sur un taux de croissance des salaires très faible. Donc, on a de la marge, mais on n'est pas à l'abri. Compte tenu du niveau de taux de chômage aujourd'hui, à 4,1% aux États-Unis, les marges de manœuvre commencent à se restreindre. Donc, obligatoirement, il va y avoir des tensions à un moment donné ou à un autre dans cette économie sur les salaires. Et ça va se reporter sur l'inflation. À quel moment ? Est-ce qu'on... Ça, on ne le voit pas pour le moment. Est-ce qu'on ne raisonne pas, dans le vieux monde ? C'est-à-dire que ces banques centrales, avec leur objectif d'inflation à 2%, mais est-ce que tout ça, c'était pas valable avant 2007 et maintenant, ça ne marche plus ? Ça ne marche plus. Ça a marché puisque l'inflation est restée contenue et qu'on a réussi à sortir de toute manière. Mais quand on voit la taille d'échec qu'on a fait et aux États-Unis et en Europe pour mettre de l'argent dans le circuit, on voit bien en Europe qu'on n'y arrive pas aux 2% d'inflation. La tendance est la bonne, puisque la Banque centrale le redit dans ses prévisions. On va tendre vers l'objectif, mais alors peut-être un peu plus lentement que ce que l'on avait en tête. Mais pour le moment, il n'y a pas de remise en question de ces objectifs de prix. Malik Hadouk, est-ce qu'il n'y a pas un risque de valorisation ? Est-ce qu'aujourd'hui, quel est votre sentiment sur les valorisations au vu des croissances de résultats et des performances des marchés boursiers ? Sur l'ensemble des classes d'actifs, on est d'accord, il y a des valorisations qui sont tendues, qui sont à des niveaux extrêmement élevés. Et si on devait faire un comparatif entre les différentes classes d'actifs, on considère que la classe d'actifs actions reste beaucoup plus attractive que le reste des autres classes d'actifs. Il y a encore un différentiel en faveur des indices actions. Maintenant, pour que cela se poursuive et qu'on n'entre pas dans ce qu'on appelle une bulle de valorisation, il faut que les bénéfices suivent. Et c'est ce qu'on a eu au cours du dernier trimestre de l'année, c'est-à-dire des valorisations qui sont restées stables. On n'a pas eu d'expansion de multiples. Pour la première fois depuis 2010, la performance des indices boursiers s'explique par l'accroissement des bénéfices d'entreprise et non pas par l'expansion des multiples. Donc on a eu des valorisations qui sont restées stables grâce justement à l'amélioration des bénéfices. Maintenant, il faut être vigilant sur la politique monétaire et sur l'évolution des taux longs, notamment. Les taux longs aux États-Unis qui flirteraient avec les 2,75-3%, ça pourrait venir chahuter un peu les indices actions. Parce que là, vous avez un écart de rendement qui devient plus intéressant côté obligataire que côté action, sachant que le taux de dividende... On rappelle qu'aujourd'hui, on est quoi ? On est aux alentours de 2,40 environ sur le... Ce soir, on avait cassé les 2,50. D'accord. Le chiffre de jeudi sera très important aux États-Unis. C'est d'ailleurs le chiffre que tout le monde attend cette semaine. C'est le chiffre d'inflation. Et si le chiffre d'inflation n'est pas bon, vous verrez qu'on aura dégonflement à nouveau des taux d'intérêt. On n'aura pas de hausse de taux d'intérêt cette année, des taux longs, je parle, s'il n'y a pas un retour de l'inflation. Ça, c'est clair et net. Il n'y aura pas d'autres événements qui amèneront... Donc là, quand même, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le driver des taux longs, ce n'est plus ce que font le quantitative easing et ce que font les banques centrales. Aujourd'hui, pour les marchés, c'est clairement le niveau d'inflation. Oui, parce que, comme l'a dit Laetitia, le discours de la BCE est assez clair. On continue à acheter jusqu'au 30 septembre. Le discours de la Fed est aussi assez clair. Réduction de la taille du bilan. On va procéder à au moins 3 hausses de taux au cours de l'année 2018. Donc il y a une certaine clarification des politiques de banque centrale. La Banque du Japon, elle, va maintenir sa politique accommodante. Donc il n'y a pas vraiment de surprise à attendre, sauf s'il y avait un élément qui est l'inflation qui venait à accélérer pour une raison ou pour une autre. Allez, on attaque avec les questions des internautes parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'autres endroits du monde qui intéressent les internautes et celui qui fait le plus parler, c'est la Chine. Et alors, puisqu'on est dans la partie des risques, oui. Je vais le tourner risque. Y a-t-il un risque chinois ? Y a-t-il un risque à cause de la dette en Chine et de la situation financière des entreprises là-bas ? Alors, effectivement, c'est l'un des risques que nous, on identifie sur l'année. Alors, pas tout de suite, pas sur le premier trimestre. On a encore une échéance politique avec l'Assemblée populaire au mois de mars. Mais derrière, il va y avoir la mise en œuvre des réformes. Il faut réformer les entreprises publiques qui sont à l'origine de plus de 50% de l'endettement dit privé des entreprises. Parce que c'est finalement de l'endettement public déguisé. Donc, on a une situation qui a dérivé en Chine, il faut bien voir. Quand vous regardez l'ensemble des pays émergents, partout la courbe d'endettement s'inverse.
pas en Chine, elle a continué d'accélérer. Donc on a quand même un taux d'endettement des entreprises qui est inquiétant. Maintenant, on l'a vu, on a aussi des autorités qui sont, je dirais, pragmatiques, qui ont besoin d'un minimum de croissance pour atteindre leurs objectifs en termes de qualité de vie, ceci, cela. Très important, rappelé par les autorités lors des derniers événements politiques, mais qui veulent également réformer, ouvrir leur système financier. Et pour ce faire, il faut qu'ils réforment leur système de gouvernance des entreprises publiques. Donc on n'est pas à l'abri d'un accident de parcours, parce qu'ils gèrent au coup par coup, mais un faux pas peut arriver, et on l'a vu, un faux pas en termes de communication au mois d'août 2015 a quand même entraîné beaucoup de chahuts sur les marchés. Ça venait de la Chine. Ils ont appris de cet événement-là, on le voit bien dans leur communication, dans leur fonctionnement. Ils ont appris qu'ils étaient très importants. Et ils ont compris le rôle primordial qu'ils avaient pris sur la scène internationale. Donc même si le marché financier chinois est encore très fermé, très contrôlé de fait, il aura un impact considérable sur l'ensemble des marchés. Question, une réponse courte. On a une autre zone géographique qui intéresse beaucoup, c'est le Moyen-Orient. On dit qu'il s'est passé beaucoup de choses entre le Qatar, l'Arabie Saoudite, le pétrole, etc. L'Iran, effectivement. Je ne l'avais pas cité pour les internautes, mais vous avez bien raison. Et donc, est-ce que c'est aussi un risque ? Oui, mais c'est ce qu'évoquait Malik tout à l'heure en parlant des risques géopolitiques, parce que nous, on aurait tendance à regrouper ça sous cette appellation. Et donc là, on est incapable, à notre échelle, de se projeter vraiment. Le risque au Moyen-Orient, il est limité, sauf s'il y avait vraiment un conflit très grave et qui entraînerait une envolée des prix du pétrole. Voilà, pétrole à 70, on ne l'avait pas vu à ce niveau-là. Ça peut commencer à devenir un problème ou pas? Non, 70 $, non. Non, ça ne sera pas un problème, ça ne viendra pas peser négativement sur la croissance économique. Non. D'autant plus que à ces niveaux-là, on va avoir des ouvertures de puits, des remises en circulation, donc on risque d'avoir une accélération de l'offre. Ok, si je résume grosso modo, les grands risques aujourd'hui, c'est donc de très mauvaises surprises au niveau de l'inflation et on sera vigilant sur ce qui se passe, jeudi. La Chine a surveillé de près vu le poids qu'elle a pris. Et puis après, tout le reste, c'est un peu les incertitudes. Il y a le risque politique européen qui reste présent avec l'Italie. Les surtout. Élections de mars sont importantes et l'Allemagne qui est sans gouvernement et les négociations en cours, il faudrait qu'elles aboutissent assez rapidement parce que ça pourrait encore nous ramener vers des épisodes qu'on a connus en 2011 avec une incertitude sur la zone euro. Même si elles ont été balayées d'un revers de la main en 2017, l'Italie, quand même, c'est le 3e pays de la zone euro avec une dette assez importante. Donc, ok, parfait. On a donc fait le tour des risques. On va donc essayer de voir maintenant comment mettre les choses en musique, notamment en termes d'allocation d'actifs. Tout de suite, la suite. Malik Hadouk, l'heure est venue maintenant un peu de faire le point sur les choix que vous faites sur la gamme CPR Croissance. Comment c'est, avant qu'on parle de 2018, comment s'est terminé 2017 la dernière fois qu'on s'était vu, c'était au mois de septembre, fin août, sur des chiffres fin août, où on était grosso modo, où les 3 produits de la gamme étaient proches de zéro. On a fini comment? On a fini positif sur les 3 fonds, même s'il y en a un sur lequel on finit légèrement positif, c'est la croissance défensive. Sur les deux autres, on a réussi à remonter la pente, même si les performances ne sont pas exceptionnelles, mais on finit à 3,56 sur réactive et à plus de 7% sur le dynamique. L'effet marquant de l'année 2017 ? Ce qui nous a pénalisé, nous, c'est le change euro-dollar. On a été vraiment surpris par la vigueur de la remontée de l'euro, qui a pénalisé nos investissements sur les actions américaines, sur lesquelles nous n'étions pas protégés justement contre cette dépréciation du dollar. L'événement vraiment marquant de 2017 et qui risque de se reproduire en 2018, c'est les fluctuations de taux de change. C'est ça qui a vraiment été la caractéristique de l'année 2017, parce que vous soyez protégé ou pas contre les fluctuations des devises, les performances n'étaient pas du tout les mêmes. Laetitia, comment on explique ce qui s'est passé sur le dollar? Parce qu'on se disait, mais voilà, la Réserve fédérale américaine va changer sa politique, va moins acheter de titres, va remonter les taux, donc tout ça, ça va être favorable au dollar, et puis pas du tout.
Pas du tout. Alors, a posteriori, on s'est dit que c'était Trump qui créait cette incertitude sur le dollar et finalement donc jouait à la baisse du dollar. Mais c'est vrai que pour nous, et puis peut-être alors à très court terme, le momentum où on avait à l'été plutôt un tassement sur l'économie américaine, je dirais, qui a rebondi en fin d'année un peu plus. Et puis alors que la zone euro accélérait, donc cette idée qu'il pouvait y avoir un call Europe plus favorable. Puis mais c'est vrai que loi fiscale qui la loi fiscale, alors l'idée que voilà, plus de déficit. Ok. Malik, question aujourd'hui, où est-ce que vous en étiez fin décembre sur les allocations, notamment sur l'exposition action, et est-ce que dans les premiers jours du mois de janvier, vous avez déjà bougé? Alors, ce qu'on a fait dès la fin du mois de décembre, c'est qu'on n'a plus aucune exposition sur les obligations d'État. Quelle que soit la zone considérée, on a 0 d'exposition sur les emprunts d'État. Et sur les expositions à actions, on a légèrement bougé, notamment en renforçant assez sensiblement le Japon en fin d'année, en 2017, puisqu'aujourd'hui, sur un fonds comme Reactive, on est à 15% d'exposition sur le Japon. Et on commence à réduire les États-Unis parce que le marché nous paraît assez haut. Même si le momentum, encore une fois, microéconomique, est très très bon à l'heure actuelle aux États-Unis. J'entends ce que vous me dites. Est-ce que globalement, vous êtes aujourd'hui sur ou sous-exposé sur les actions? Non, on privilégie le Japon, d'accord, mais si on a une exposition constructive. On est autour de 52 sur un fonds comme Reactive. On est à 18, 19 sur Prudente. D'accord, donc 52, c'est par rapport à une cible médiane qui est à 50. 19, c'est par rapport à peu près à 15. Non, c'est par rapport à 20, si vous voulez. Ouais. Et sur l'autre dynamique, on est à autour de 78, 79 par rapport à une cible moyenne neutre de 80. Donc voilà, on n'est pas très fortement surexposé sur les marchés actions à l'heure actuelle. Le pari qu'on a pris, c'est d'être totalement d'avoir aucune exposition sur les obligations de l'État et diversifier sur plutôt Et alors justement, quand on n'a pas d'emprunt d'État, et notamment quand on prend Prudent, c'est par définition, on ne peut pas y mettre que des actions puisque leur part est limitée. Comment on arrive à aller chercher de la valeur sur des produits prudents quand on n'est pas sur des obligations d'État? Eh ben, en diversifiant, en allant déjà sur la bonne zone géographique en termes d'actions et en allant diversifier sur, par exemple, une classe d'actifs qui nous apparaît encore attractive et sur laquelle on se protège contre la hausse des taux, c'est le high yield. Malgré une bonne performance en 2017, on continue à privilégier cette classe d'actifs et surtout, compte tenu de la stratégie et des différents scénarios qui ont été décidés en 2017, on est revenu assez fortement sur la thématique inflation. Donc on a investi sur les points morts inflation, que ce soit aux US ou en Europe. D'accord. Georges, des questions d'internautes. Alors, vous répondez la plupart. Il y a une question, en fait, on dit, finalement, est-ce que vos 3 fonds, c'est les mêmes paris avec des pondérations différentes ou est-ce que vous avez des paris différents entre les 3? Alors, normalement, c'est les mêmes paris, sachant qu'il y a une petite différence, c'est que le fonds croissance dynamique est PEable. Donc, il y a certaines classes d'actifs qu'on ne retrouvera pas dans celui-là. Mais sinon, entre le prudent et le défensif, entre le défensif et le réactif, c'est les mêmes paris géographiques, que ce soit sur la partie obligataire ou que ce soit sur la partie action. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé sur les actions, c'est la zone euro. Ouais. Pendant des mois et des mois, des années et des années, on nous a dit qu'il faut être surpondéré sur les actions de la zone euro. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes sur le marché domestique? Alors, la zone euro, c'est malgré tout une déception en 2017. Lorsqu'on regarde la performance, même si on termine sur 10%, quand on voit la bonne dynamique à la fois macroéconomique et les conditions financières avec des taux qui baissent, n'avoir que 10% de hausse du marché, alors que le marché américain fait le double et le marché japonais fait le double, c'est une légère déception. Ça, c'est à mettre au compte de l'appréciation de l'euro par rapport au dollar. Qui alimente le risque d'une baisse à venir des bénéfices d'entreprise. Nous, on est vigilants, mais on considère qu'à ces niveaux-là, même à 1,19 à 1,20, ce n'est pas de nature à venir vraiment contrecarrer la poursuite de la croissance des bénéfices. Et il y a le risque politique. Donc aujourd'hui, on revient progressivement sur la zone euro, donc on est en position, mais encore une fois, si on parlait en termes absolus, le premier poste reste le marché américain, même si on continue à réduire progressivement, et surtout le marché japonais. Allez, Georges, une petite dernière. Oui, après on nous dit que 2017 finalement était une année assez faste et facile. Les internautes, je ne m'engage en rien. Hein. Et on nous dit quid de 2018, est-ce que vous pensez avoir les mêmes paires, faire mieux? On espère toujours faire mieux.
Par contre, l'année Est-ce que ça va 2018, être aussi facile? Est-ce que Non, 2018 ça sera plus va haché. être aussi Non, calme non. que 2017? non, je ne pense pas que ce soit plus calme. Ça sera beaucoup plus haché que 2000. Je pense que ça pourrait se faire en deux temps. On a une première moitié d'année qui risque d'être assez calme parce qu'on a les éléments qui militent pour poursuite de la progression des indices, macro, micro, taux d'intérêt qui reste bas, mais au fur et à mesure que les politiques monétaires deviendront beaucoup plus restrictives, on risque d'avoir une deuxième partie de l'année un peu plus difficile où le marché devrait commencer à corriger parce que quand même on atteint des niveaux de valorisation assez élevés. Donc vous êtes en train de nous dire, grosso modo, qu'on pourra regarder la Coupe du Monde sans avoir la moindre exposition sur les marchés, on sera tranquille. Salim Men, go away. Pour un amoureux du foot, ce serait la meilleure des situations, mais on restera quand même vigilant pendant la Coupe du Monde. Bien, merci beaucoup Laetitia Baldaschi et Malik Hadouk d'avoir été des nôtres pour ce premier chat de l'année. Merci Georges, on se donnera rendez-vous bientôt. Alors, on se retrouve même 2 fois la semaine prochaine. On se retrouve mardi avec Harvey pour parler réglementation. Et on se retrouve jeudi avec la Primoniale et la financière de l'échiquier pour parler fusion, rapprochement et comprendre tout de leur rapprochement. Merci à vous tous, bonne semaine, à la semaine prochaine, ciao.